Bonjour. Bienvenue sur la chaîne podcast de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. La thématique pour cette année 2024 s'intitule « Confrontation et recomposition stratégique ». Cet épisode est un extrait de la conférence prononcée par M. Mehran Kamrava, professeur de relations internationales et régionales, Université Georgetown, Doha, Qatar. La conférence s'intitule « L'émergence du Golfe Persique et le nouveau jeu d'équilibre au Moyen-Orient ». N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast ou YouTube pour être informé de toutes nos publications. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Mes plus sincères remerciements pour cette aimable présentation. C'est un plaisir et un honneur d'être ici. Je suis extrêmement reconnaissant à la Sorbonne pour cette bienveillante invitation. Surtout, merci aux organisateurs pour leur magnifique organisation. Oui. Comme vous le savez, dans le Moyen-Orient, nous faisons fort de notre hospitalité. Je crois qu'on a un petit peu à apprendre des Français en ce sens. Vraiment, mes plus sincères remerciements. Toutes mes excuses, je ne pourrais pas faire cette conférence en français. Je la ferai en anglais. Vous ne souhaiteriez pas m'entendre parler français, je peux vous en assurer. Je dis cela avec un petit peu de réticence. Nous en sommes vraiment à un moment historique dans l'histoire du Golfe Persique, en tout cas un point d'inflexion, et je dis cela avec réticence parce que on entend ces termes encore et encore. Si l'on s'était exprimé il y a 10, 15 ans, 20 ans, et probablement il y a dans 5 ou 10 ans, on va parler vraiment du fait d'être à un moment historique. Parce que les choses évoluent si spectaculairement et si rapidement avec tellement d'imprévisibilité au Moyen-Orient dans son ensemble et particulièrement dans le Golfe Persique que tout n'est fait que de moments historiques. Mais certains indicateurs actuellement, notamment ces 2 ou 3 dernières années, semblent montrer que les choses ont vraiment changé et que cela aura des conséquences significatives ces prochaines années. Et cela notamment à partir de 2020-2021. Un bon point de référence historique serait en gros le Covid. En plein milieu de l'épidémie de Covid, alors que le virus faisait des ravages dans la région, au Moyen-Orient et dans les pays autour du Golfe Persique, notamment l'Iran, les choses ont commencé à changer de façon plutôt spectaculaire et l'on commence à constater un certain nombre d'évolutions historiques et importantes. Ce que l'on a pu constater en partie, c'est qu'il y a eu des changements majeurs qui ont eu lieu dans les dispositifs sécuritaires du Golfe Persique. En parallèle, il y a eu un certain nombre de continuités très importantes. Ce que je souhaite faire ce soir, c'est très rapidement d'échanger entre nous sur certains des facteurs importants qui sont en évolution, notamment en partant de la situation dans la région actuellement, si l'on se penche dessus, quelles sont les problématiques sécuritaires importantes qui viennent façonner les hypothèses dans le Golfe Persique, dans les capitales de la région, pas nécessairement venant de l'extérieur, mais pour les acteurs qui ont leur importance, ce sont notamment, en tant qu'acteurs, principalement Washington, puis l'Arabie Saoudite et ce qu'il se passe dans le pays. Il y a un acteur très important qu'on appelle souvent la petite Sparte, les Émirats arabes unis, le pays où j'habite maintenant depuis 2007, le Qatar, et puis bien sûr la puissance régionale qu'est l'Iran a toute son importance, et puis je vais terminer sur quelques réflexions pour exposer ce que l'on verra probablement se dessiner ces prochaines années. Je vais faire le plus court possible. Vous avez dit que j'avais autant que je le souhaitais. Ne dites jamais cela à un professeur parce que sinon ce serait ad infinitum.
mais je vais faire le plus bref possible. J'aimerais donc poser le tableau rapidement en vous faisant part des facteurs régionaux les plus importants. Tout d'abord, si nous regardons le Moyen-Orient, notamment avant le 7 octobre, ce que l'on pouvait constater, c'est que on avait l'impression qu'on en avait assez du conflit, notamment dans les pays d'importance régionale tels que l'Iran, l'Arabie saoudite, le Qatar, autant de pays qui, jusqu'au 7 octobre 2023, sortaient de conflits importants et étaient en train d'essayer de s'en remettre. Les États-Unis aussi essayaient de se remettre de l'ère Trump, mais les États-Unis sont aussi fortement engagés à conserver une présence sécuritaire et militaire dans le Golfe Persique. En mars 2023, il y a eu une réconciliation majeure entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Et auparavant, en 2021, il y avait eu une réconciliation entre l'Iran et les Émirats arabes unis. Cela s'est produit au plus fort du Covid. Et cela s'insérait dans ce processus de rémission régionale après le Covid, après des rapprochements entre l'Iran et l'Arabie saoudite et entre l'Iran et les Émirats arabes unis. Et l'une des raisons principales pour lesquelles les EAU, l'Arabie saoudite et l'Iran se sont rapprochés était que chacun des dirigeants dans ces pays souhaitait se concentrer sur les promesses économiques, la réalisation des promesses économiques qu'ils avaient établies au pouvoir. Le président Raïssi a été élu en Iran sur la double promesse de la fin du Covid avec une vaccination de masse et ensuite arrêter la dévaluation massive du rial iranien. L'Arabie saoudite s'est fortement préoccupée de sa vision 2030. Je vais en dire quelques mots dans un instant. Et puis les EAU essayaient de se développer à une vitesse phénoménale. Les priorités économiques sont donc devenues l'objectif politique principal de chacun des dirigeants de ces pays régionaux. Mais cela ne voulait pas dire qu'ils avaient mis de côté leur animosité et notamment la concurrence entre États. Les EAU et le Qatar et Bahreïn, l'Arabie saoudite et les EAU, l'Arabie saoudite et le Qatar, autant de pays qui essayent d'être en concurrence l'un avec l'autre pour assurer son développement économique. Le gâteau a ses limites et donc tout le monde essaye de s'assurer la plus grosse part. Cela dit, en se concentrant sur l'intérieur, il faut aussi se concentrer sur une désescalade régionale et essayer d'avoir une désescalade des tensions régionales le plus possible pour pouvoir se concentrer sur le développement national et économique. Quelles sont donc les problématiques sécuritaires les plus importantes dans ce contexte de développement économique primordial, de réduction des tensions régionales? Eh bien, quelles sont les dynamiques sécuritaires qui viennent façonner le paysage sécuritaire de la région? Nous avons entendu, vers la fin de l'administration Obama, nous avons entendu le terme de pivot vers l'Asie. Les États-Unis étaient censés tourner leur regard, vers l'Asie. Et cela ne vient pas dire que les États-Unis avaient décidé de ne pas tenir compte ou bien de négliger ou même de réduire l'attention portée au Moyen-Orient ou au Golfe Persique. Même si les États-Unis sont maintenant devenus un concurrent pour les exportations d'OGNL, de gaz naturel liquéfié, par rapport à des pays comme le Qatar et bien sûr l'Iran, eh bien, les États-Unis restent quand même fortement engagés à une présence durable dans la région. Cette persévérance des États-Unis a créé une impression profonde
de dépendance psychologique, notamment parmi les plus petits États. Si vous êtes au Bahreïn, vous vous félicitez de la présence américaine. Si vous êtes au Qatar, vous vous félicitez de cette base militaire américaine. Vous le savez, les Américains ont la plus grande base aérienne en dehors des États-Unis, la plus grande base militaire avancée en dehors des États-Unis, au Qatar, en fait, à quelques kilomètres de où je travaille et où j'habite. Et cette présence militaire est extrêmement bienvenue. Et il y a une très forte dépendance même à cette présence militaire. Cette raison tient en partie à l'existence de la République islamique, parce que l'Iran reste une source de méfiance, parce que l'Iran est vu comme étant un pays auquel on ne peut pas faire confiance, que ce soit du fait des différences religieuses, ou bien du soutien de l'Iran à des acteurs non étatiques, pour tout un tas de raisons. Dans tout le Golfe Persique, en Arabie Saoudite, au Qatar, aux EAU, au Bahreïn et dans une moindre mesure au Koweït et à Oman, il y a une profonde méfiance vis-à-vis de l'Iran. Ce que l'on peut voir, c'est que cette méfiance vis-à-vis de l'Iran n'est pas unique, parce que les Qatariens ne font pas confiance aux Saoudiens, les Saoudiens ne font pas confiance aux Émiriens, le Qatar et Bahreïn ne se font pas confiance non plus. Cela a des conséquences. On ne se fait pas confiance, et vous vous rappellerez qu'entre 2017 et 2020, il y a eu ce que l'on a appelé la crise du Golfe, où les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Bahreïn ont créé un blocus du Qatar et ont essayé d'opérer un basculement fondamental dans la politique sécuritaire et étrangère du Qatar. Et cela a été assez envahissant. Il y a donc cette méfiance constante chez tout le monde. On entend beaucoup la question de savoir si la Chine va devenir une puissance militaire dans le Golfe Persique. La Chine est une sorte de passager clandestin en cela. La Chine souhaite que les États-Unis fournissent la sécurité sur les grandes voies maritimes du Golfe pour qu'elle puisse faire du commerce, qu'elle puisse investir, pour qu'elle puisse jouir de la sécurité dans la région grâce aux bonnes œuvres des Américains et pour qu'elle puisse continuer donc à commercer et à investir. La Chine est un acteur majeur dans des endroits tels que l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis. Le Conseil de coopération du Golfe a fortement décliné. Entre 2017 et 2020, le CCG était quasiment sous assistance respiratoire parce que les membres du CCG n'avaient pas le droit de parler les uns avec les autres. Les représentants du Qatar et de Bahreïn ne pouvaient pas se parler. Maintenant, il n'est plus sous assistance respiratoire. Il a été réanimé, mais quand même, il n'est plus aussi actif qu'auparavant. Et une fois que l'on a l'effondrement de ces relations multilatérales, les relations sont devenues transactionnelles. Beaucoup de pays ont des relations bilatérales, pas par principe, mais simplement pour en voir le rendement immédiat. Qu'est-ce qu'il y a dans cette relation pour moi? Quels sont les intérêts tangibles immédiats que je peux obtenir en faisant du commerce ou en négociant avec un tel ou un tel, et pas pour des principes globaux tels que la solidarité du Golfe ou la solidarité arabe, mais vraiment plutôt des résultats immédiats et tangibles. Et puis, bien sûr, c'est devenu d'autant plus important depuis octobre, ou bien depuis décembre 2023, parce que, comme nous le savons, les Houthis ont commencé à attaquer les voies maritimes, pas nécessairement dans le Golfe Persique, mais dans la mer Rouge. Et ça, bien sûr, cela se réverbère dans toute la péninsule et dans le Golfe Persique, parce que tous les pays sont impliqués là-bas, et en particulier l'Arabie saoudite, qui partage un très long trait de côte sur la mer Rouge, et donc ces attaques Houthis
sont fortes de conséquences. Voilà donc le contexte général dans lequel les menaces et les opportunités sécuritaires et politiques se déroulent dans le Golfe Persique. Maintenant, regardons ce que pense chacun des acteurs impliqués dans cette région et ce qu'ils pensent de la région et comment ils voient, comment ils fondent ces politiques vis-à-vis du Golfe Persique. Voyons tout d'abord comment l'on voit les choses du point de vue de Washington, notamment sous l'administration Biden. J'aimerais simplement rappeler que aux États-Unis, les présidents se font un nom pour leur doctrine de politique étrangère. Et ces doctrines de politique étrangère sont exprimées au fil de leur présidence. Ils font des discours, ils passent devant le Congrès chaque année, ils font le discours sur l'état de l'Union. Et au fil du temps, on les connaît pour leur doctrine. On connaît la doctrine Nixon. En fait, c'était la doctrine Nixon-Kissinger. Il y avait la doctrine Carter, la doctrine Reagan, etc., etc. Maintenant, Biden, quand il a pris ses fonctions presque immédiatement et presque à dessein, a exprimé la doctrine Biden. Il n'a pas attendu qu'elle s'exprime au fil du temps. Et il y a deux raisons principales à cela. La raison primaire en est qu'il essayait de présenter un nouveau visage des États-Unis au monde. Et partant, immédiatement, contrairement à la doctrine Trump, il a exprimé la doctrine Biden dans sa première année de présidence. Et puis, bien sûr, Biden était depuis longtemps sénateur, il a été vice-président pendant 8 ans, il savait déjà ce qu'il souhaitait ou quelle était la position des États-Unis. Donc immédiatement, la doctrine Biden est devenue l'étoile polaire du département d'État. C'est ce qu'a mis en œuvre le département d'État pour la politique étrangère américaine. Et certaines des caractéristiques principales de la doctrine Biden jusqu'à présent, telle qu'on l'a connue, sont tout d'abord un usage plus limité de l'armée américaine afin de préserver le rôle de l'Amérique dans le monde. Biden est très traditionnel. Biden a une certaine idée de la position de l'Amérique dans le monde. Il a certaines suppositions quant à ce que l'Amérique doit faire. Tout cela est assez traditionnel. L'Amérique doit jouer un rôle de premier plan dans le monde. Et afin de jouer ce rôle de premier plan, de temps en temps, l'Amérique doit faire usage de sa puissance militaire. Il faut que ce soit dans certaines contraintes, cela ne doit pas être inconsidéré ou sans limite, mais cela doit jouer un rôle de premier plan aux États-Unis. Et cela s'inscrit dans le contexte d'une nouvelle concurrence. Et cette concurrence, pour les États-Unis, provient principalement de la Chine, sous forme de concurrence technologique de la part de la Chine envers les États-Unis. La Chine est un concurrent existentiel pour l'avantage technologique mondial des États-Unis. Il est intéressant de voir que la doctrine Biden a été exprimée avant que la Russie envahisse l'Ukraine. Et dans la doctrine Biden, la Russie était vue comme un élément perturbateur de l'ordre mondial international. La Russie venait perturber l'ordre international et, comme on l'a vu, Biden avait raison et Poutine est allé envahir l'Ukraine. Alors, il ne s'agit pas que de la Russie et de la Chine auxquelles les États-Unis doivent faire attention. La Corée du Nord est une puissance nucléaire et elle utilise cette puissance nucléaire et ses armes nucléaires dans ses essais et pour venir menacer la sécurité sur la péninsule coréenne et l'Iran. Si jamais on ne maîtrise pas les ardeurs de l'Iran, eh bien l'Iran pourrait être aussi un proliférateur nucléaire. Donc
l'Iran, la Chine, la Russie représentent les plus grandes menaces pour la stabilité du système politique américain en matière de cybermenaces. La Russie était tout à fait active pendant les dernières élections présidentielles, ou en tout cas, c'est ce que disait la rumeur, pendant les dernières élections présidentielles pour essayer d'influencer les électeurs américains. Et bien sûr, l'Iran suit très près derrière, de même que la Chine. Et puis, il y a bien sûr la menace, toujours constante, de terrorisme venant d'États fragiles qui ont proliféré, notamment dans tout le Moyen-Orient. Des États fragiles et fragilisés tels que l'Afghanistan, la Syrie, le Yémen, la Libye. Ce sont vraiment des boîtes de pétri où peut pulluler le terrorisme et où il peut se mener à toutes sortes d'exactions terroristes, et donc les États-Unis doivent redoubler d'activité. Donc, si l'on voit simplement le point de vue de l'administration Biden, le Moyen-Orient en général et le Golfe Persique en particulier jouent des rôles très importants, et donc les États-Unis ne peuvent pas se permettre de détourner l'attention de la région. Il faut être attentif à d'autres parties du monde, mais on ne peut pas nécessairement laisser le Golfe Persique sans surveillance notamment. Maintenant, tournons le regard vers la région en partant d'un pays qui a beaucoup fait l'actualité ces derniers temps, et c'est bien sûr le pays qui a eu une transition au pouvoir importante à partir de 2015, avec une transition très importante, en ce sens qu'il y a eu un nouveau roi, le roi Salman, et peu après, son fils Mohammed bin Salman, Mohammed, fils de Salman, est devenu, en fin de compte, l'héritier apparent. Il est devenu Premier ministre et ministre de la Défense. Et presque immédiatement, il s'est lancé dans une série de mésaventures qui auraient pu rapidement devenir tout à fait coûteuses. Des mésaventures telles que l'invasion du Yémen. Le Yémen est vraiment une épine dans le flanc de l'Arabie Saoudite depuis des décennies. Et donc, Mohammed bin Salman a eu, dans son hubris, dans son orgueil, à penser qu'il pourrait résoudre une fois pour toutes le problème du Yémen, et il est allé s'y embourber. Et puis, il y a eu ce meurtre d'assez mauvais goût, pour ainsi dire, du journaliste Jamal Khashoggi, et aussi le blocus du Qatar. Et puis, ce que l'on peut voir depuis 2021, c'est qu'il semble que MBS ait pris un peu d'âge. Il semble qu'il se soit un peu formé sur le tas et qu'il se soit rendu compte que ces mésaventures n'aient apporté que de la publicité négative et les détourner de son but ultime, qui est de faire de l'Arabie Saoudite une puissance économique mondiale majeure. Il semblerait donc que, notamment depuis 2020-2021, après que Trump, le facilitateur, soit parti, eh bien, Mohammed bin Salman ait suivi une approche très différente des relations internationales, de la politique mondiale, du profil de la réputation générale de l'Arabie Saoudite, que ce soit dans le pays ou dans le monde. Mais bien sûr, il reste incroyablement populaire chez les jeunes. Mohammed bin Salman, comme vous le savez, a adopté un certain nombre de mesures extrêmement populaires en autorisant les femmes à conduire, en parrainant différentes activités sportives, en parrainant par exemple des activités le golf féminin, des matchs de catch, autant d'activités qui plaisent aux jeunes, et donc il est assez populaire. Cela dit, j'aimerais aussi rappeler que Mohammed bin Salman a démantelé l'État profond, le Deep State saoudien. Vous vous rappellerez qu'il a
effectué une rafle de tous les princes qu'il a, pour ainsi dire, séquestrés au Ritz-Carlton de Riyad, qu'on a appelé la nuit des longs couteaux saoudienne. Et ce faisant, il a démantelé, il a écarté du pouvoir tous ces princes membres de la famille régnante qui occupaient différentes parties de l'État saoudien. Il les a écartés parce que ce pouvaient être des concurrents potentiels et tous ceux qui n'étaient pas au Ritz-Carlton ne l'ont pas ouverte vraiment après cela. Voilà vraiment comment se prennent les décisions en Arabie Saoudite. Et auparavant, on opérait par consensus, il y avait certains fondements. Mais maintenant, MBS est le seul aux manettes. Et en tant que seul aux manettes, eh bien, il y a toujours des avantages, mais cela peut aussi avoir des inconvénients graves que je vais évoquer dans un instant. Alors, pour l'instant, comme c'est le seul aux manettes sans aucune concurrence, eh bien, il avance vraiment à plein gaz dans sa vision 2030. Tout ce que fait l'Arabie Saoudite a pour but de réaliser la vision 2030, ce plan très ambitieux pour le développement à fort impact pour l'Arabie Saoudite et par conséquent, pour l'instant, cela a un peu mis en suspens les aventures régionales. Alors, je dis cela pour l'instant parce que, rappelez-vous Saddam Hussein, lui aussi c'était le seul aux manettes. Saddam Hussein, certains d'entre nous sommes assez vieux pour nous rappeler que c'était vraiment le favori des Français parce qu'il était laïque, il était éclairé, il allait à l'encontre des fondamentalistes religieux iraniens et puis on se rappelle ce qu'il a fait. Et une fois qu'il a eu fini d'envahir l'Iran, grâce à toutes sortes d'armements français et d'avions à réaction, 18 mois plus tard, une fois qu'il en a eu fini avec l'Iran, il est allé envahir le Koweït et bien sûr c'est devenu le boucher de Bagdad entre-temps. Donc moi je me rappelle Saddam Hussein et je me rappelle ce qu'il a fait pour faire survivre son régime. Vraiment, et rien n'était trop bas pour lui pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et donc, moi aussi, ça me rappelle aussi l'histoire tragique de la région et l'idée de savoir si Mohammed Ben Salman va devenir un autre Saddam Hussein. Espérons que non, mais il y a toujours le danger quand vous vous retrouvez dans cette sorte de réunion, de situation difficile, quand vous avez un pouvoir illimité, quand vous êtes le favori de l'Occident, quand vous êtes prêt à faire tout et n'importe quoi pour faire survivre votre régime, eh bien, espérons que je me trompe, mais en tout cas, c'est toujours une possibilité. Also, on hold for the time being is normalization. Il y a une autre chose par rapport à la normalisation. Vous vous rappellerez qu'il y a quelques semaines, le ministère des Affaires étrangères saoudien a publié une déclaration disant qu'il n'allait pas normaliser les relations avec Israël jusqu'à ce qu'un État palestinien voie le jour. Alors ça refroidit quelque peu les perspectives de normalisation avec l'Arabie saoudite. Pour autant, ça n'est qu'une question de temps. Lorsque la guerre à Gaza prendra fin, lorsque les choses reviendront à la normale, entre guillemets, si tant est que les choses peuvent être normales, alors la normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël n'est qu'une question de temps. Pour le moment, et en attendant, ce que l'on a dans cette région, c'est des hommes d'État. Mohammed Ben Salman est l'homme d'État que l'on espère voir en lui, et ben, espérons qu'il le restera. Alors Mohammed Ben Salman lui-même et l'Arabie saoudite en général sont en concurrence, pour ainsi dire, avec les Émirats arabes unis. Et là, l'appréciation de la dynamique régionale, de la sécurité régionale, est assez différente à Abu Dhabi et à Riyad. Comme vous le savez, Mohammed Ben Zayed
et maintenant donc le président des Émirats arabes unis, c'est lui en quelque sorte qui décide. Et alors l'une des choses que les Émirats ont essayé de faire depuis les printemps arabes, enfin les soulèvements appelés les printemps arabes, les Émirats ont essayé de remplir le vide laissé par le Qatar. Lorsque le Qatar s'est séparé de ces groupes qui le représentaient notamment en Syrie, les Émirats ont essayé de combler ce vide. Vous vous rappelez que, et en Libye, vous vous rappelez que lorsque le blocage de Kadhafi avait été envahi, le premier drapeau qui a flotté sur le blocage de Kadhafi n'était pas le drapeau des Libyens libres, mais le drapeau qatari, en remerciement au Qatar pour toutes les armes qui avaient été envoyées là-bas. En 2013, comme vous le savez, il y a eu un changement de gouvernance au Qatar qui a changé de politique étrangère. La Libye s'est désintégrée dans une guerre civile. La Libye, mais également le Yémen, la Syrie, également ont fait les visées des Émirats. Enfin, il y a eu un vide qui s'est créé. Et pourquoi cette ruée-là? Parce qu'il y avait une concurrence avec les concurrents régionaux. Alors, il faut voir comment les choses ont évolué dans les Émirats, tous ces États, l'Arabie saoudite, les Émirats, le Koweït, le Bahreïn, ont aligné leur politique sur celle des États-Unis, mais les Émirats arabes unis, depuis 3 ou 4 ans, essayent d'exercer ce dont on est très fier là-bas, ce qu'ils appellent l'autonomie stratégique. De quoi s'agit-il? Lorsque les Américains ont demandé aux Émiratis de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ils ne l'ont pas fait. Au contraire, ils ont accueilli Poutine, de même d'ailleurs que les Saoudiens. Mais délibérément, les Émiratis ont dit aux Américains, on vous aime bien, on aime bien vos armes, nous vous appuyons, mais en même temps, nous voulons conserver notre stratégie, notre autonomie stratégique. Pourquoi? Parce que nous sommes une puissance intermédiaire. Alors, ceux qui étudient les relations internationales savent que les Émirats sont considérés comme un petit État sur le plan démographique, sur le plan géographique, pour ce qui concerne ses capacités. Mais les Émirats ne se voient pas ainsi. Ils considèrent qu'ils constituent une puissance intermédiaire à l'échelle mondiale, comparable à l'Inde ou au Brésil, capable d'exercer ou de sa propre autonomie stratégique. Donc les Émirats peuvent dire aux États-Unis, vous avez vos priorités, nous avons les nôtres, et nos priorités ne sont pas toujours alignées. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau dans la politique étrangère des Émirats, puisque cela ne remonte qu'à 2020-2021. Ce nouveau tournant donc dans la politique étrangère, cette stratégie, cette autonomie stratégique n'a pas toujours été là. Alors, les Émiratis souhaitent exercer cette autonomie, mais le pays où j'habite, le Qatar donc, est parfaitement conscient du fait que le Qatar sait qu'il est un petit État, et à ce titre, ce que veut ce pays, c'est d'avoir le moins d'adversaires possible et un maximum d'amis, au contraire. Et à cette fin, le Qatar a décidé d'adopter une initiative étrangère qu'on appellerait la couverture. Alors, je m'explique. Ce terme, c'est un terme qui vient des jeux, du pari. Lorsqu'on mise une grosse mise sur une donne et plein de petites mises de l'autre côté. Donc, la grosse mise, c'est avec les États-Unis, avec la grosse base américaine à Doha, mais avec le Hamas, avec les talibans, on pose des plus petites mises. Pourquoi aller dans les deux sens? Parce qu'en tant que petit
pays, on ne peut pas se permettre d'avoir des gros adversaires, surtout si on partage avec l'Iran les plus grands champs gaziers, les plus grosses réserves gazières, avec un pays comme l'Iran qu'on ne peut pas évidemment provoquer. Et donc, le Qatar s'est appliqué à cette pratique de couverture de ces paris en étant, disons, amis avec tout le monde, peut-être plus avec certains qu'avec d'autres, mais en tout cas, en surface, on essaye de ménager la chèvre et le chou, et c'est une politique qui est assez compliquée et qui présente bien sûr ses propres risques, parce que si on voit ça de l'extérieur, ça a l'air complètement incohérent. Comment se fait-il que vous parliez aux talibans ou aux Iraniens? Vous êtes copains avec Hamas, pourquoi accueillez-vous chez vous les cadres du Hamas depuis 2 ou 3 semaines, depuis plusieurs mois maintenant? Il y a tous ces appels téléphoniques de journalistes qui disent comment se fait-il que le Qatar parraine le Hamas? En fait, l'explication est la suivante. Le Qatar est un petit pays, il n'est pas là pour parrainer le Hamas, mais le Hamas est logé au Qatar parce que c'est la volonté des Américains, et ce sont en fait, d'ailleurs à l'instar des Israéliens, les Israéliens et les Américains qui veulent que le Hamas siège à Doha. Alors, évidemment, ce genre de position entraîne des risques de réputation, évidemment. Alors, un autre risque associé à ces pratiques de couverture où on mise un peu partout, lorsqu'on essaie d'ouvrir toutes les lignes de communication, on devient par essence l'intermédiaire parfait, c'est-à-dire qu'on est le lien entre les personnes qui ne se parlent pas. Alors, à titre d'exemple, si les Américains veulent parler aux talibans, qui est-ce qui parle à la fois aux talibans et aux Américains? C'est le Qatar, qui est en communication à la fois avec les Américains, avec les Iraniens, lorsqu'il s'agit de procéder à des échanges d'otages ou de prisonniers. À nouveau, le Qatar, qui parle à la fois au Hamas et aux Américains, c'est à nouveau le Qatar. Donc le Qatar a fait de la médiation un pilier de sa politique étrangère. Alors, ayant dit tout cela, force est de constater que le Qatar ne fait rien sans la bénédiction des États-Unis. Le Qatar importe par exemple des légumes. Si vous allez au carrefour de Doha, vous y verrez des légumes qui sont importés de l'Iran. Or, cette importation se fait avec le consentement de l'ambassade américaine au Qatar, qui doit être informé parce qu'évidemment, les Qataris ne veulent pas compromettre leurs relations de sécurité. J'en viens au terme de mon exposé, ne vous inquiétez pas. Passons maintenant à Téhéran. Voyons comment Téhéran voit la région, quelle est sa position. Comme vous le savez, il y a eu une élection en Iran en 2021, élection dans laquelle le président Ibrahim Raïssi donc, a été élu à la présidence. Alors, cette élection a été véritablement calculée, manœuvrée, de telle sorte qu'elle devait aboutir à un résultat prédéterminé. C'est-à-dire que tous les autres candidats qui étaient potentiellement éligibles ont été éliminés par un processus d'élimination, de sélection du Haut Conseil des Iraniens, et donc l'Iran est devenu un État entièrement autoritaire. Alors, les élections autrefois avaient un sens historique en Iran, et autrefois, effectivement, il y avait des surprises. En 1997, la surprise est venue, de même en 2013 et en 2017, où il y a eu donc des résultats inattendus, mais l'État profond iranien ne voulait pas de surprise cette fois en 2021, parce qu'il partait de l'hypothèse que le chef suprême de 84 ans en Iran risquait de trépasser pendant le mandat du nouveau président, et il fallait que tout soit prévu pour une éventuelle passation de pouvoir sans risque de, disons,
de rivalité politique dans le système, de sorte que toutes les personnes occupant des postes de pouvoir au Parlement, la présidence, les gardes de la Révolution, la bureaucratie, l'administration, tout le monde était, pour ainsi dire, sur la même ligne, pour ainsi dire, et c'est la raison pour laquelle l'élection d'Ibrahim Raïssi a été, calculée de toutes pièces, en quelque sorte, et c'est ainsi qu'il a été élu. Donc, pour la première fois depuis les années 80 en Iran, il n'y a plus de phénomène de faction dans l'État iranien. Vous n'avez pas d'un côté les réformistes et d'un autre côté les conservateurs. Maintenant, tout le monde est conservateur. Tous ceux qui sont au pouvoir sont sur la même ligne politique. Tout le monde voit le monde à travers les yeux de Ali Khamenei, donc le chef suprême de la révolution iranienne. Et comment le voit-il, le monde, ce chef suprême? Eh bien, les Iraniens nous disent en 2015, nous avons signé l'accord nucléaire avec les États-Unis, avec l'Union européenne et les États-Unis, la Chine et la Russie. Et en 2018, les Américains se sont retirés et l'Union européenne, n'ayant pas, suffisamment d'envergure pour résister aux États-Unis, alors, de ce fait, les Iraniens se sont tournés vers l'Extrême-Orient. Et l'une des doctrines principales de la politique étrangère iranienne, c'est de se tourner vers l'Orient. Et ça fait maintenant plus de 10 ans que ça dure, mais le président Raïssi en a fait une doctrine formelle de la politique étrangère persane, iranienne. Alors, par rapport à cela, et en plus de cela, vous avez ces relations de bon voisinage qui se sont installées, c'est-à-dire qu'il s'agit pour l'Iran de veiller à ce qu'il soit en bon terme avec ses voisins et que l'Iran et ses voisins voient réduire les tensions qui pouvaient exister entre eux. Il faudra peut-être se rappeler que sous la présidence Rouhani, la précédente présidence, l'Iran avait essayé de réduire les tensions avec les États-Unis, les Émirats, Bahreïn, en créant ce qu'on appelle l'initiative HOPE, H-O-P-E, Hormuz Peace Endeavor, l'initiative de paix pour le détroit d'Hormuz. Il n'y avait pas de preneur, mais après 2020-2021, tout d'un coup, les objectifs stratégiques de l'Arabie saoudite et des Émirats ont évolué. Il y a eu une rupture. Et donc, la politique, la nouvelle proposition iranienne a trouvé des oreilles plus enthousiastes en Arabie donc, et aux Émirats. Il faut savoir que autrefois, les Irans et le Pakistan échangeaient les missiles. Hein, les Iraniens avaient une base terroriste au Pakistan. Et 2 semaines plus tard, le Pakistan a riposté. Et dès qu'un pays attaque un autre pays avec des missiles de croisière, enfin, on pourrait s'imaginer que les tensions seraient incalculables. Or, en quelques jours, l'Iran et le Pakistan se sont réconciliés, les ambassadeurs sont revenus, tout est revenu à la normale. Et hier encore, l'Iran et le Pakistan ont annoncé un accord d'échange entre ces deux pays. L'Iran et l'Azerbaïdjan connaissent des tensions, et là encore, l'Iran a fait tout son possible pour réduire les tensions avec l'Azerbaïdjan. Vous savez qu'en mars 2023, les tensions avec l'Arabie saoudite se sont résolues. Il y a eu un nouvel échange d'ambassadeurs. En 2021, les relations entre l'Iran et les Émirats se sont également améliorées. Donc, ces relations de bon voisinage, ironiquement, ont abouti à des résultats. Là, vous allez vous demander, mais alors dans ce cas-là, comment se fait-il? Alors, peut-être que je suis un peu cynique par rapport à tout cela, mais ce que je suppose dans tout cela, c'est que le président Raïssi n'a pas de légitimité au pays. Il faut se rappeler qu'il y a 1 an et demi à peu près, l'Iran a été marqué par des manifestations monstres. Le peuple ne l'aime pas, il n'y a pas de légitimité électorale en Iran, et la seule scène sur laquelle le président Raïssi a une certaine légitimité, là où il peut dire qu'il a fait quelque chose, eh bien c'est dans le domaine des relations étrangères. Et dans la politique du regard tourné vers l'Orient, l'Iran fait partie de la
de l'Organisation de coopération de Shanghai. L'Iran fait partie des BRICS. L'Iran vend des drones à la Russie depuis quelques semaines. Il y a d'ailleurs des rapports selon lesquels l'Iran envoie même des missiles de précision à la Russie. Donc, cette politique porte ses fruits et les relations de bon voisinage portent également leurs fruits. Mais il y a encore autre chose que l'on ne peut pas ignorer dans la façon dont l'Iran voit le monde. L'Iran considère qu'il est cerné par notamment l'empreinte américaine à travers le monde. Si l'on voit où se trouve la présence militaire américaine dans la région, il suffit de voir une carte du Moyen-Orient, et si l'on met une étoile partout où les États-Unis ont une base militaire, depuis Téhéran, vous faites un tour d'horizon et vous voyez que vous êtes entouré, cerné par des bases militaires américaines. Et il y a une logique derrière tout cela. Cette carte est un peu ancienne dans la mesure où l'on voit des bases américaines en Afghanistan. Alors faites abstraction de ces étoiles en Afghanistan, mais pour autant, et alors, je ne suis pas en train de justifier les politiques étrangères iraniennes. Les Iraniens sont vraiment maîtres au jeu de se tirer dans le pied, de scier la branche sur laquelle ils sont assis. L'Iran est son propre pire ennemi, mais quand même, par rapport à cette idée de se sentir cerné par la puissance militaire américaine, il y a quelque chose de compréhensible dans cette vision. Alors, tout cela nous dit quoi? C'est qu'on peut s'attendre à ce que les tensions persistent au Moyen-Orient. Les Américains ne sont pas sur le point de partir, ces étoiles resteront là, et les Iraniens vont vous dire que, eh bien, on va, disons, affronter la politique étrangère américaine. Moi, en tant qu'observateur de la région, qu'est-ce que je dis? Je dis qu'il y aura nécessairement des tensions qui vont se maintenir dans un avenir prévisible, sauf si l'on aboutit à un scénario gagnant-gagnant. À propos de ce terme, scénario gagnant-gagnant, c'est la première fois que je l'ai entendu, c'était dans le Golfe Persique par rapport à Téhéran. Celui qui avait évoqué ce terme, malheureusement, est passé du côté de la force obscure, ne cherche pas un scénario win-win avec les Américains. Pour autant, en guise de conclusion, que peut-on dire? Tout ce que nous avons vu jusqu'à ce jour, c'est-à-dire depuis les capitales régionales, depuis Téhéran, depuis Doha, Riyad, Abu Dhabi, Washington, bien sûr, quand on confronte ces optiques sur le monde, qu'est-ce que cela nous dit sur la région dont nous parlons? Eh bien, au début de mon intervention, je disais que nous sommes aux portes d'un changement historique. Et en effet, alors, certaines des ruptures sont liées à ce dont je viens de vous parler, d'autres sont liées à des événements en dehors du Golfe Persique et sur lesquels le Golfe Persique n'a pas de maîtrise. Mais on voit que les Houthis réagissent à leur façon. Et à propos, vous vous rappellerez peut-être qu'au mois d'octobre, les Houthis ont critiqué l'Iran. Comment se fait-il que l'Iran ne fait rien par rapport au dossier palestinien? Et les Houthis ont dit, si l'Iran ne fait rien pour aider les Palestiniens, nous allons le faire nous-mêmes. Alors, je ne connais pas la rhétorique et le narratif par rapport à la guerre à Gaza telle qu'elle est présentée en Europe, mais je peux vous dire qu'au Moyen-Orient, on voit ce qui se passe à Gaza. Alors, les gens considèrent qu'il s'agit d'un génocide ou d'une purification ethnique. Alors, ce ne sont pas des termes qu'on aime employer, mais c'est ainsi que les choses sont perçues et cela aura des conséquences sur la suite des événements. Alors, il y a la guerre qui fait rage à Gaza et dont l'issue et les conséquences seront imprévisibles, mais en même temps, ce qui est aussi imprévisible, c'est la nature même du système ou des systèmes politiques en présence dans la région.
vous avez des autocraties qui font tout ce qu'elles peuvent pour rester au pouvoir, même si cela veut dire se lancer dans la mer de toutes les batailles. Vous vous rappellerez justement la rhétorique de Saddam Hussein qui parlait de la mer de toutes les batailles. Donc ils sont prêts à tout pour rester au pouvoir. L'Arabie saoudite, même l'Iran, les Émirats arabes unis, si la survie du régime est en jeu, les autocraties peuvent se comporter de manière tout à fait imprévisible. Alors, malheureusement, au bout d'un moment, nous finissons tous par mourir, même si nous sommes les chefs suprêmes, les dirigeants suprêmes, et le chef suprême de la République islamique. À propos, en Iran, ce terme, le chef suprême, on ne l'emploie pas, c'est le chef. C'est un terme journalistique, on parle du chef suprême. Pourquoi ils disent suprême? Parce que le mot suprême a une connotation menaçante. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière version de Star Wars de Spielberg. Il y a un personnage qui s'appelle Supreme, justement, mais même ce personnage finit par disparaître. Et le chef spirituel actuel, âgé de 84 ans, finira bien par disparaître. Et cela ouvrira la porte à une nouvelle gouvernance en Iran. C'est inévitable. Nous pourrons en parler pendant la session questions-réponses. Mais dans l'état actuel des choses, si j'étais européen, je me préparerais à voir venir un retour de notre ami Donald. Alors, il est encore un peu tôt pour en juger, on ne sait pas ce que sera l'issue des prochaines élections américaines, mais enfin, le président actuel, le président sortant, ne plaide pas pour sa propre cause. Il est en difficulté. C'était avant-hier, en Caroline du Sud, Donald Trump a battu Nikki Haley, sa concurrente républicaine, qui était gouverneure de la Caroline du Sud. Et en dépit et contre toute attente, il semblerait que Donald Trump, que son ascension soit inexorable. Enfin, encore une fois, il est trop tôt pour se prononcer, mais quand même 2 mots sur les élections présidentielles américaines. Historiquement, les présidents américains se sont toujours livrés à ce qu'on pourrait appeler une diplomatie héroïque. Je m'explique. Lors de la 7e année de leur 2e mandat, les présidents américains, donc historiquement, se livrent à des gestes de diplomatie héroïque lors de leur 7e année de leur 2e mandat. C'est-à-dire lorsqu'ils sont réélus à un 2e mandat, c'est lors de la toute dernière, la 7e année, qu'ils font des choses intéressantes. Regardez, Obama, qui a donc a eu 2 mandats, a signé l'accord avec l'Iran. George W. Bush a changé du tout au tout. Il s'est rendu en Afrique, même Reagan, chacun de ces présidents avec 2 mandats. Pourquoi? Parce que la première année, c'est la lune de miel. Lorsqu'ils sont élus, ils bénéficient d'un capital de confiance. C'est la lune de miel la première année. 2e année, il y a des élections au Congrès. Ils ne veulent pas être tenus responsables de ce qui se passe. Ensuite, les 3e et 4e années, il y a leur propre campagne de réélection. Et la 6e année, s'ils sont réélus, il y a à nouveau des élections au Congrès, de renouvellement du Congrès américain. Or, la 7e année, ce qui les préoccupe, c'est le souvenir qu'ils laisseront, l'empreinte qu'ils laisseront dans leur pays. Et donc, c'est lors de cette 7e année qu'ils font ce qu'ils n'ont pas fait sur les 6 premières années. Donc, si Biden devait être réélu, je vous parie, et là, j'offre à dîner à tout le monde, je vous mets mon billet. Alors, bon, s'il est réélu, bon, je suis presque... il mènera une politique étrangère différente de ce qu'il a fait jusqu'à ce jour. Sa politique étrangère risque de changer. Alors, je ne sais pas à quel niveau, mais je peux vous dire que sa politique étrangère sera différente. De la même façon que la politique étrangère d'Obama
a évolué celle de Clinton, celle de Bush. Et donc, ce serait intéressant de voir comment, ce que sera l'issue de l'élection présidentielle américaine. Moyennant quoi, il restera, au-delà de ces ruptures, certaines continuités. La présence militaire américaine se maintiendra de manière robuste dans la région. Chaque année, on voit de plus en plus de vaisseaux militaires et de commerce américain, en raison de la présence américaine, la présence militaire et la vente d'armes américaines, les tensions se maintiendront. Entre les Américains et les Iraniens, je ne pense pas que ni l'un ni l'autre n'ait le courage de proposer un scénario gagnant-gagnant. La solution de facilité, c'est de continuer à se balancer des insultes mutuelles, et ils continueront certainement de le faire, alors qu'il y a deux peuples qui souffrent, les Yéménites, mais également les Palestiniens continueront de souffrir. Alors, on entend, il y a un proverbe africain qui dit que lorsque les éléphants se battent, l'herbe en souffre, et malheureusement, les populations du Moyen-Orient, et en particulier les Palestiniens et les Yéménites, vont continuer de souffrir. Alors, c'est un peu triste de terminer cette intervention sur une note un petit peu malheureuse, mais hélas, ces tensions risquent de se maintenir dans les années à venir. Je vous remercie.